Rech Moussa, journaliste, Albert Onyanzoubuta, directeur des publications de la Semaine africaine, et Guy Blaise Seydou, directeur du groupe Fraternité, sont avec moi sur ce plateau de Vox Hebdo sur Vox TV, ainsi que sur les plateformes numériques Facebook, YouTube et TikTok pour analyser l'actualité de la semaine. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à tous. Au menu de ce Vox Hebdo, le débat sur le changement ou modification de la Constitution en RDC, l'agression d'un enseignant du lycée technique Poitiers-Bernard à Pointe-Noire et la catastrophe dans la réserve de biosphère de Dimonika, à Mvouti, dans le département du Kwilu. Le décor étant planté, nous vous proposons cet élément pour aborder notre premier sujet. L'opposition congolaise vend debout contre la volonté du pouvoir de revisiter la Constitution de 2006. La loi suprême doit être adaptée aux réalités actuelles du pays selon le pouvoir initiateur du projet. Les partisans de la révision constitutionnelle remettent en question certaines obligations liées à l'adhésion de la RDC à diverses organisations internationales. Il est dit que le Congo peut céder. Pas on dit qu'il est obligé, peut céder partiellement sa souveraineté. Quand nous avons adhéré à l'Union africaine, quand nous avons adhéré à la CIRGL, quand nous avons adhéré à la SADC, quand nous avons adhéré aux Nations Unies, nous avons cédé partiellement et temporairement notre souveraineté. Ça ne veut pas dire que nous avons cédé notre territoire. Pour le porte-parole de l'AMUCA, une coalition de l'opposition congolaise, la cure de jouvence n'est qu'un subterfuge. Le président congolais Félix Tshisekedi prépare, selon cet opposant, une rébellion constitutionnelle. Ce à quoi l'opposition promet de s'y opposer par des moyens constitutionnels. Il a dans sa constitution, qu'il a dans sa poche pendant qu'il bat campagne là, pour obtenir un troisième mandat, dans cette constitution, il a neutralisé le peuple, il a prévu que les chefs de l'État doit être élu au second degré, c'est-à-dire que par les députés nationaux au Parlement. Le peuple congolais ne choisira plus son président de la République. Pour nous, Félix Tshisekedi a créé de fait simplement une rébellion contre la Constitution. Personne ne va changer ma position sur la révision ou le changement de la Constitution, a déjà fait savoir Félix Tshisekedi. La bataille est lancée. Changement ou modification de la Constitution? Tel est le débat en RDC. Albert, on se rend compte que la question de changement, de modification de la Constitution en Afrique reprend encore dans les intelligences des hommes politiques. Elle rebondit toujours au milieu ou à la fin du deuxième mandat de celui qui est au pouvoir. Et donc, le scénario semble déjà écrit d'avance. Le scénario nous prépare aujourd'hui un lendemain assez incertain en République démocratique du Congo. Le président de la République fait savoir à qui veut l'entendre que cette révision, ce changement, ce toilettage, appelons-le comme on veut, est rendu nécessaire par le fait d'abord que la Constitution actuelle a été rédigée à l'étranger ou par des étrangers, et donc que celle-ci, qui rassemblerait des intelligentsias congolaises pur jus, serait la meilleure pour la nation. C'est une question que chacun est libre de traiter comme il entend, mais moi, ce que je constate, c'est que Monsieur Tshisekedi n'innove pas. Il est sur la trace de ses devanciers, aussi bien dans la sous-région que dans le continent d'Afrique. Alors, Rech, le doyen l'a dit, c'est toujours à la veille, presque à la fin du deuxième mandat, que les présidents en place songent à changer la Constitution. Pourtant, c'est cette même Constitution qui a permis à ce qu'il soit là. Qu'est-ce qui fait courir les dirigeants jusqu'à vouloir changer toujours la Constitution? À première vue, il semble que
réellement qu'il y ait cette volonté-là de vouloir rester au pouvoir au-delà de son deuxième mandat. Mais après, moi, je me pose quand même une question. Est-ce que ce n'est pas un procès d'intention contre le président Tshisekedi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas dit qu'il devait modifier la Constitution pour se représenter après son deuxième mandat. Donc, le débat reste quand même ouvert, à mon avis, mais je pense que la Constitution, déjà, en RDC a été modifiée plusieurs fois. En 2011, plus récent, le 20 janvier plus précisément. Et donc, pour moi, je prends ça avec les pincettes pour l'instant. Guy Blaise, la modification ou changement de constitution, est-ce que Félix Tshisekedi, il est en droit de le faire ou c'est opportun? Oui, merci Chrysostome. Mais je crois que le débat, les manœuvres vont commencer, c'est clair. Nous sommes en train de suivre ça depuis ici. Les manœuvres vont commencer. Changement de constitution, modification ou révision. Je crois que là, les gens sont en train d'être dupés. Parce que quand on voit le régime de Kinshasa, quand on voit le parti au pouvoir, quand on voit les Kabouya parler, pour eux, c'est le changement de la constitution. Le parti au pouvoir a demandé même au président officiellement que la constitution doit être changée. Pas révisée, pas modifiée, mais changée. Carrément changée. Carrément changée. Parce qu'ils disent que non, ça ne répond plus aux aspirations du moment. Il faut changer. La constitution en vigueur, je crois bien, c'est la constitution de 2006. C'est qui est en vigueur. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, que c'est cette constitution-là qui a permis à ce que Tshisekedi arrive au pouvoir sans faire couler aucune goutte de sang que le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Maintenant, aujourd'hui... il a obtenu encore un deuxième mandat. Un deuxième mandat. Il y a même le porte-parole du parti au pouvoir, l'UDPS, qui pense pour lui que cette constitution est une malédiction pour la RDC. Je crois que aujourd'hui, à mon avis, ces manœuvres-là, c'est pour le maintien au pouvoir. C'est-à-dire, ça devient une maladie pour les présidents, les chefs d'État africains, de se maintenir au pouvoir en changeant la constitution. Le plus dangereux, c'est quoi? Aujourd'hui, quand on voit en Afrique, la majorité des chefs d'État aujourd'hui qui accèdent soit par putsch, soit par voie démocratique, sont des jeunes. Le risque, c'est que, avec l'âge qu'ils ont, ils ne veulent plus quitter le fauteuil présidentiel à temps. C'est-à-dire, ils veulent modifier pour rester, s'éterniser au pouvoir. Le cas, entre griffes du Gabon aujourd'hui, c'était question de remettre le pouvoir aux civils. Après le référendum constitutionnel, on attend. On est là, on attend. Est-ce que le Oligny Nguema va remettre? Donc, pour moi, je pense que ce sont des manœuvres normalement qui ne devraient pas exister. Tu as fait 2 mandats, tu respectes la Constitution. Quand tu viens pour modifier, parce que là, on ne sait pas là où ils iront. Déjà, la majorité, la quasi-totalité des partis politiques qui hier ne s'entendaient pas, que ce soit même de la majorité, même de l'Union sacrée, sont contre le changement. Ils se réunissent en plateforme pour contrer ce changement de la Constitution. Donc je crois que c'est tellement dangereux quand on voit les choses, si les autres, c'est-à-dire l'opposition, comme nous voyons toujours à la télévision, dernièrement c'était l'ancien candidat à la présidentielle qui est passé à Fayoum la France 24 pour dire des choses. Bon, de l'autre côté, c'est FCC, Kabila et les autres. Mais quand tout ce monde-là se réunissent pour faire face au régime, on ne sait pas ce qui va se produire. Oui, je pense qu'il y a quand même un bémol aujourd'hui où on parle de modification, de changement, mais la Constitution en elle-même ne prévoit pas un palliatif pour changer. Les mécanismes, pardon, pour changer. Mais Tshisekedi peut se poser la question parce qu'il a dit il faut aller soit au changement, soit à la modification. Bon, il peut avoir raison. Ils disent que aujourd'hui la Constitution n'est plus adaptée aux réalités de la RDC, c'est vrai, avec la guerre qu'il y a à l'est du pays qui continue toujours à persister. Donc peut-être que pour le président Tshisekedi, il pense que changer la Constitution aujourd'hui pourrait donner encore à la République démocratique du Congo une souveraineté plus large par rapport à... Oui, changer la Constitution aussi, c'est à son avantage, puisque là, tout redeviendra à plat pour qu'il obtienne un autre mandat. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas dit qu'il va avoir un autre mandat. C'est là où il oui, Albert, il s'agit de l'avenir et de la vie des peuples. Donc,
voilà, on peut être légaliste et dire, voilà, donnons-lui quitus du fait qu'il n'a pas dit, qu'il n'a... Oui, d'accord, mais nous en avons vu tellement, hein, emberlificoté, enjolivé, vous savez, voilà, c'est une constitution qui est comme ceci, comme cela. Moi, j'apporte, en fait, quand on regarde à la fin, c'est que, au moins nous avons, nous, l'avantage de regarder de la fin des propositions qui ont été faites ici, là, qu'il s'agisse du Burkina, qu'il s'agisse même du Congo d'ailleurs, hein, qu'il s'agisse de pays plus ou moins, comment dire, stables, on voit que tout finit par revenir au point de départ que nous soupçonnions. Et donc, ne perdons pas le temps de soupçonner, passons directement à la chose. Oui, mais je crois, dernièrement, quand Fridolin Ambongo a pris la parole devant le peuple, le cardinal, pour dénoncer toujours cette révision ou ce changement de constitution que le parti au pouvoir initie. Parce que si on essaye un peu de regarder dans l'actuelle constitution, il y a la possibilité, je voulais dire la possibilité d'être donnée qu'au président d'initier, que ce soit la révision ou la modification. C'est au président. Mais le changement, c'est là où le bas blesse. Parce que le président Tshisekedi peut rester au pouvoir pendant son mandat, il modifie, il révise la constitution, mais il ne change pas. Parce qu'il y a des articles qui fâchent. Quand vous touchez à ces articles-là de la révision, le peuple se soulève, l'opposition se soulève. Donc je crois qu'aujourd'hui, si l'Église catholique, la société civile, tout ce monde-là, les opposants, tournent le dos au président Tshisekedi pour la problématique du changement ou de la révision de la Constitution, je crois que la RDC pourra peut-être songer dans un, c'est pas de tourbillon que nous n'imaginons pas. Espérons que non. Bien, nous sommes donc à la quête, nous sommes en attente de ce que donnera ce débat soit changé ou modifié, et nous verrons aussi à la suite, après le changement ou la modification, ce que donnera l'actualité politique en RDC. Bien, nous passons donc à notre deuxième sujet qui est relatif à l'agression d'un professeur au lycée technique Poitiers-Bernard de Pointe-Noire. Ces images amateurs prises par un téléphone intelligent du haut de ce bâtiment du lycée technique Poitiers-Bernard le lundi 25 novembre de l'année en cours témoignent de l'ampleur de la violence d'un groupe d'élèves mal intentionnés qui cible un de ces trois moyens roulants, celui de Christian Mavungu, professeur d'économie et de vie d'entreprise, actuellement conseiller d'études dans cet établissement. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte. Victime d'une agression physique, Christian Mavungu, encore convalescent, revient sur cette journée sombre pour lui. Il y a eu 4 élèves comme ça, cagoulés, qui sont venus s'aimer la pagaille. C'était pour attirer les autres. En fait, ils étaient entendus pour qu'ils fassent la pagaille. Donc moi, j'étais la cible, en fait. Donc, moi, quand je sors du bureau, je les vois en train de forcer la porte de la guérite. Et je m'approche donc. Ils m'ont vu, parce que tout de suite, je les avais reconnus. Ils ont fui. Et ceux qui sont restés à l'intérieur ont fait semblant de me dire « Non, monsieur, ce sont nos amis de Poitiers-Bernard. » Mais ce sont les mêmes qui ont commencé à m'attaquer. Et donc, il y a eu des jets de pierre. En face de moi, il y avait des enfants qui avaient des bouteilles cassables. Et il y avait des pelles. Et donc, j'ai eu, par la grâce de Dieu, la chance de m'échapper de là parce qu'il y a quelques élèves qui m'avaient protégé. Je voulais m'abriter dans le bureau du proviseur. Quand j'arrive, la porte était fermée. Donc, il était déjà dans son bureau. Il s'est enfermé. C'est l'autre porte qui était ouverte, donc là où est les deux vagues A. Depuis ce jour, aucun de ces présumés agresseurs ne serait inquiété. Christian Mavungu déplore par ailleurs le laxisme de certains de ses responsables hiérarchiques qui auraient dû le protéger. J'ai dû attendre moi 1 heure avant que je ne parte à l'hôpital. Donc le proviseur est allé même recevoir la police dehors, mais il n'a pas permis à la police de rentrer et venir faire le constat. Il n'a pas non plus dit à la police qu'il y avait un agent touché. Il ne dit pas à la police qu'il y avait une voiture vandalisée. Rien du tout. Il dit juste que c'est quelques petits cagoulés qui sont passés, ils ont fait la pagaille, mais
c'est fini et maintenant il y a le calme. C'est cette attitude que je n'ai pas aimée. En plus, en partant à l'hôpital, il me remet 5 000 que j'aille me faire soigner. Je ne sais pas si c'était pour la consultation, mais en tout cas, je suis allé avec 5 000. L'uniformisation de la tenue scolaire n'a pas chassé l'instinct animal chez certains élèves qui ne comprennent toujours pas pourquoi ils vont à l'école. Aux parents et aux autorités compétentes d'approfondir cette réflexion. Alors, nous avons vu que la violence dans les écoles, Guy Blaise, reste encore un casse-tête pour les autorités du pays. Oui, Chrysostome, mais c'est regrettable parce que quand les élèves agressent les enseignants, c'est pas comment on peut qualifier ça. Parce que ce qui s'est passé récemment à Brazzaville, où on a vu les élèves du lycée technique Saint-Février aller changer le drapeau national et ont commencé à taper des enseignants et autres. Il y a eu des décisions qui ont été prises, même à la justice, ils sont passés devant la barre. Mais ils ne laissent pas le cas que nous venons de voir tout à l'heure à Pointe-Noire, des élèves, d'après ce que dit le monsieur, il y a d'autres qui n'ont pas été cagoulés, qui ont fui, il y a d'autres qui n'ont pas eu de cagoule, mais qui ont commencé à affronter l'enseignant. Mais je crois que le gouvernement, les pouvoirs publics, doivent mettre des bouchées doubles. En tout cas, des bouchées doubles pour que cette question-là puisse être larguée. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Là, si le monsieur trouvait la mort, en ce moment-là, quelle devait être ta conduite à tenir? Et quand la police arrive, il dit là, quand la police arrive, bon, le proviseur fait l'état des lieux à sa manière, sans pourtant savoir que il y a eu un enseignant qui a été violemment agressé. Jusqu'à ce qu'il se retrouve à l'hôpital. Voilà, ça, il faut dire que ça, c'est des proviseurs irresponsables. Parce que vous ne pouvez pas confirmer les faits. Au moment où la force publique arrive sur place, laissez la force publique imprégner la situation jusqu'à toucher du doigt la réalité de ce qui s'est passé. Quand vous dites que il s'agit de jeunes cagoulés, bon, ils sont passés, c'est fini. Non, mais vous ne pouvez pas dire ça. Je crois que les pouvoirs publics ont un problème très, très difficile à résoudre. Aujourd'hui, c'est Pointe-Noire. Demain, ça sera à Dolisie. D'abord, c'est des cas récurrents que nous assistons au quotidien. Après, ça sera à Ivo, ça sera à Ouesso. Le grand problème, c'est que quand on va arriver à la mort, quand l'élève va tuer, parce que ces élèves-là, ils ont des armes blanches. Nous avons vu à Medfort où, à la fouille, avant l'entrée, on trouve des machettes. On trouve ceci dans les sacs des élèves. Mais c'est plus cruel. Donc je crois que, à mon avis, le combat est là. C'est un combat que le pouvoir public doit normalement ne pas laisser le temps. Ce sont des enfants, oui, mais il faut avoir la chicotte à la mesure du possible pour que cela puisse finir. Sinon, on va arriver au pire. Sinon, on va arriver au pire, Albert, la violence scolaire, au milieu scolaire. C'est comme si les autorités se sentent désarmées devant ce phénomène de violence. On ne peut plus rien faire pour sécuriser les écoles. Vous avez dit autorité, moi je dirais autorité et parents. Parce que c'est un problème vaste, oui, c'est un problème complexe, c'est un problème d'ensemble. Et j'aimerais bien me réjouir du fait que maintenant, ça n'est que à Pointe-Noire. Or, ça n'est pas cela, ça n'est pas... je vous le dis, il n'y a pas plus longtemps qu'il y a une semaine, 2 semaines, le traditionnel endroit de confrontation entre les élèves du 1er mai, lycée technique du 1er mai, et les autres établissements alentours, c'est-à-dire au triangle de la Patte d'Oie, a repris encore sa vigueur. C'est là où on vient se rencontrer pour se lancer des défis qui finissent après par des attaques violentes avec pas mort d'homme pour l'instant, mais avec vraiment écoulement de sang. Or, on avait pensé que finalement le changement ou l'uniformisation de l'uniforme, comme on peut se répéter ainsi, allait anonymiser
les élèves et donc ne pas les rendre identifiables facilement. Il n'en est pas question, ça n'est pas le cas. Ça ne baisse pas du tout. Et donc les pouvoirs publics ne peuvent... Vous voyez, le cas de Pointe-Noire, il est emblématique aussi de ce point de vue. Vous ne pouvez pas non plus envoyer la force publique venir, j'allais dire, presque au portail, dire, bon, mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, il y a eu 3-4 écervelés qui sont passés, mais c'est fini. Non, c'est une question grave. La violence ne doit pas entrer dans un établissement scolaire, ni entre élèves et corps enseignants ou encadreurs. Nous avons vu, nous n'en sommes pas encore là, mais en France, il y a eu décapitation d'un professeur sur des bases prétendument religieuses. J'aimerais bien comprendre, mais religieux ou idéologique ou racial ou tribal, la violence reste une violence, quelque chose qui doit ne pas entrer dans un établissement scolaire. On dispense le savoir. Riche à la violence scolaire. Nous aussi, nous avons été des élèves, parce que bien évidemment. La violence actuellement, c'est comme si personne ne peut arriver à arrêter cette violence en milieu, surtout scolaire. Moi, j'irais loin, dire même que vraiment ceux qui sont en charge de la question de l'éducation de notre pays ont, permettez-moi le qualificatif, ont failli. Parce que vraiment, cette question continue à prendre de l'ampleur dans nos grandes villes. Hier, on parlait de Brazzaville, aujourd'hui Pointe-Noire, ça sera un cahier, comme l'a dit Guy Blaise. Mais c'est une question qu'il faut prendre à bras le corps. Mais je me pose des questions aussi de mon côté. Qu'a servi les états généraux de l'éducation nationale? Que sert aujourd'hui les conseils nationaux, je sais pas quoi, l'enseignement technique, l'enseignement général? On va discuter de quoi là-bas? Puisque, à l'issue de ça, la violence ne cesse de prendre de l'ampleur partout. Donc, il y a un problème. Les élèves, on a dit que il fallait uniformiser la tenue scolaire, ça pourrait permettre d'identifier. Mais malgré ça, on n'arrive toujours pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais oui, c'est vrai que la responsabilité est partagée, mais c'est au pouvoir public d'agir au plus rapidement. C'est au pouvoir public d'agir au plus rapidement. Moi, j'ai loué l'initiative du ministre, je pense, Jean-Luc Montaut, qui aujourd'hui essaie de mettre les militaires dans chaque établissement scolaire, comme le cas aujourd'hui à l'école primaire Nieto, je pense. Mais c'est quelque chose de bien. Mais les proviseurs des établissements, on a vu ici, la police arrive, il dit lui-même que ce sont des élèves cagoulés, quelques enfants cagoulés qui sont passés par... Non! Il faut donner l'occasion à la police de faire réellement son travail. Si aujourd'hui, il faut décider de mettre les policiers dans les établissements scolaires, ça sera déjà quelque chose de bien. Oui, l'expérience de la police, mais malgré ça, la violence continue, puisque 5 février, il y a bien une présence de la garde républicaine, je crois, des éléments de la garde républicaine qui sont là. Savonnier de Brazza, il est presque en face de la gendarmerie, mais n'empêche que les élèves se rendent en bagarre entre eux. Il est vrai. À ce moment-là, moi, je pense prendre une autre option, c'est celle de voir la moralité des enfants qui sont inscrits. Est-ce qu'on ne peut pas faire des enquêtes avant? Lorsqu'on vient inscrire un enfant, je ne sais pas, moi, les conseillers pédagogiques, je ne sais pas si chez nous ça existe, pour faire des enquêtes, pour voir un peu, est-ce que cet enfant est ceci, est-ce qu'il n'est pas brigand, est-ce que, ça peut quand même aussi aujourd'hui essayer de voir un peu, essayer de réduire ce genre de phénomène dans nos écoles, peut-être. Oui, moi je crois que ça devient très dangereux, parce que ces élèves-là, ils sont aussi Kuluna, entre griffes. Il faut le soulever. Parce que, aujourd'hui, tel élève et tel élève sont en train de se battre dans l'enceinte de l'établissement. Mais l'autre a ses écuries dehors, hors l'établissement. Ça veut dire que ça serait une histoire où bien bon, là-bas j'ai pas pu vaincre l'autre, on l'attend dehors. Et dehors là, ça sera quoi? Ça sera des armes blanches. Et la finalité, ça sera la guerre des gangs. Et la guerre des gangs, ce sont des élèves. Mais n'oublions pas que tous ceux qui sont Kuluna, qui rôdent autour des établissements, ils cherchent des interventions pour agir. Si quelqu'un a 10 000 francs, 20 000 francs, et il n'a pas d'aide à l'école, il va faire recours à ces gens-là. Et puis, ça sera quelle histoire? Mais l'histoire de la justice de la rue. Ça finira par mettre des pneus, il faut brûler, il faut faire ceci. C'est ce qu'on est en train de vivre, la justice de la rue. Parce que la vraie justice n'arrive pas à être appliquée.
par des pouvoirs publics. Maintenant, que faire? Nous sommes des parents. La responsabilité est partagée. Oui, nous sommes des parents. Mais, je crois bien que des stratégies, la méthode, rien que la méthode, doit aussi être forte au niveau des pouvoirs publics. On ne peut pas, voilà. Je veux juste compléter un peu ce que Dubes dit parmi les stratégies. Il y a, par exemple, aujourd'hui aussi essayer de voir si on peut revoir la majorité pénale pour permettre à ce que les enfants, ceux qui commettent, s'il a 16 ou 14 ans, qu'ils fassent la prison. Ou qu'on envoie au Pocagna, je sais pas moi, les centres de réinstruction pour essayer un peu de voir en quelle mesure on est de ce cas. Oui, non, mais je dis, tout cela doit être mis en œuvre ensemble et au même moment. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Donc, un moment, la force publique lutte contre les Koulouna à l'extérieur des établissements, mais pendant ce temps, la violence rejaillit à l'intérieur des établissements. Donc, et moi, je me dis, je ne veux pas accabler ni les enseignants, et tout ça, nous sommes tous parents ou quelque part aussi enseignants. On ne peut pas comprendre qu'un élève puisse passer 6 semaines, 6 jours de cours en classe avec dans son sac une machette, un couteau aiguisé, des teinçons de bouteilles, des choses trafiquées et transformées en armes presque mortelles. Donc, ça aussi, une fouille, je pense, des établissements scolaires. On a vu il y a 1 an, 2 ans, des vidéos qui circulaient avec des enfants, pas seulement les garçons d'ailleurs, filles comme garçons, d'abord qui s'adonnaient à des gestes obscènes au vu et au su de tout le monde, et ensuite qui mangeaient même à la fourchette à l'intérieur de l'établissement scolaire. Mais à quel moment est-ce que il est entré avec ce genre de choses? Ok, merci. Toutes les autorités doivent reprendre leur influence sur les enfants, que ce soit les parents, les responsables dans les établissements et les autorités administratives, civiles et militaires. Fin donc de cette première partie, je vous invite à une pause. Nous allons nous retrouver tout de suite.